Le cyber et ce qu'a prouvé cette guerre, c'est que ça remplacera jamais, des frappes conventionnelles. On va dire la guerre. La guerre, c'est moche. C'est des missiles qui atteignent des infrastructures, énergétiques, des infrastructures stratégiques. Aujourd'hui, un réseau, voilà, ça se wipe, ça détruit pas des murs, ça détruit pas une infrastructure. On a eu une déclaration officielle venant d'un ministre ukrainien qui a justement annoncé le lancement de cette IT Army en invitant tous les spécialistes qui sont à l'aise avec le monde de l'informatique et du numérique à contribuer un peu à cet effort narratif, surtout dans un premier temps, parce que ça parlait notamment des attaques par des nids de service, d'effacement des sites web. Donc l'objectif dans un premier temps était d'afficher des messages pro-Ukraine ou contre Russie. Bienvenue dans le monde de la cyber. Je m'appelle Leslie Fornero et je travaille dans la cybersécurité. Avec ce podcast, je vous emmène à la découverte de ce monde à la fois merveilleux et terrifiant. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du monde de la cyber. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Livia Tibirna et Félix Aimé pour parler des évolutions de la menace cyber dans le cadre du conflit russo-ukrainien en cours. Bonjour Livia. Bonjour. Bonjour Félix. Bonjour. Merci à vous deux d'avoir accepté mon invitation pour venir parler de ce sujet crucial dans le podcast. Donc la guerre en Ukraine, elle fait rage depuis le 24 février 2022. Vous me coupez évidemment si je me trompe. C'est la date à laquelle les Russes ont envahi le territoire ukrainien et c'est aussi une date à laquelle on a tous retenu notre souffle. On a tous eu très peur de ce qui allait arriver. Je pense qu'on peut toujours avoir très peur de ce qui peut encore arriver. La situation, elle a beaucoup évolué depuis ce jour-là et pas uniquement sur le terrain. Vous l'avez compris, ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est la cyberguerre qui fait rage dans le cadre de ce conflit qui dépasse largement les frontières russes et ukrainiennes. Mais avant de nous lancer dans le vif du sujet, j'ai pour habitude de laisser mes invités se présenter et raconter leur parcours pour susciter les fameuses vocations dont nous avons grandement besoin dans le monde de la cybersécurité. Livia, j'aimerais commencer par te laisser la parole. Déjà, c'est assez rare pour moi d'avoir une voix féminine dans le podcast. Je suis désolée d'un certain côté de le souligner, mais je suis ravie vraiment de t'avoir ici et je suis très curieuse de savoir comment tu as intégré le monde de la cybersécurité. Bonjour, merci beaucoup pour l'invitation. Très ravie de parler ensemble aujourd'hui de ce sujet très passionnant. Alors moi, j'ai eu un parcours académique en relations économiques internationales, avec également un parcours en intelligence économique. Et puis depuis bientôt 3 ans, je fais de la cybersécurité et plus précisément de la cyber threat intelligence, donc du renseignement sur la menace cyber, avec une spécialisation en plutôt cybercrime, donc tout ce qui est menace à motivation financière. Comment est-ce que tu t'es formée sur ce sujet ? C'était plutôt une formation de terrain, avec beaucoup de formations internes à côté de mes collègues, en regardant ce qu'ils faisaient, en posant beaucoup de questions. Et surtout, c'était un sujet qui m'a tout de suite suscité l'attention, la curiosité, qui m'a passionnée, et c'est toujours le cas. Et justement, qu'est-ce qui te passionne aujourd'hui dans ton travail ? Si tu peux nous en dire un tout petit peu plus. Déjà, c'est le rythme d'évolution de la menace. Le fait qu'on se doit toujours de faire beaucoup de veille, d'être très attentif. Il y a ce côté investigation qui me plaît beaucoup, donc dresser des profils d'attaquants, faire des états de la menace, regarder un peu quelles sont les implications étatiques. En ayant un parcours en relations internationales, c'est super intéressant d'avoir également ce point de vue. Et puis, ça nous concerne tous de plus en plus. On touche à du risque qui concerne les personnes, les individuels, comme les entreprises, les institutions publiques, les États également. Donc, c'est très enrichissant et gratifiant de savoir qu'on peut contribuer à construire cette connaissance qui, in fine, est censée aider les victimes à se protéger contre les attaquants. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu fais aujourd'hui comme métier, où est-ce que tu travailles et à quoi ressemble ton quotidien ? Je travaille actuellement chez Sequoia, qui est un acteur français spécialisé dans la détection de la menace. Et donc, pour détecter les menaces, il faut d'abord les connaître. Il faut s'intéresser à elles, aux attaquants, aux tactiques, à comment ils travaillent, à quelles sont leurs motivations, quel est leur prochain pas demain pour être prêt pour les prochaines attaques. Et donc, moi, je fais de l'investigation, du renseignement sur les menaces cyber, plutôt pour ce qui est menaces à motivation financière.
Et comment ça se fait aujourd'hui que tu sois devenue experte dans la menace cyber dans le cadre du conflit russo-ukrainien ? Puisque en étant notamment dans cette partie du monde, ça nous concerne directement ou indirectement. C'est très important de garder les yeux ouverts vers cette région du monde, vers ces acteurs, parce qu'il y a des risques collatéraux, faut être prêt à ce qui peut se passer demain. Et puis, c'est super intéressant. On touche à du renseignement un peu à tous les niveaux, que ce soit tactique, opérationnel ou stratégique. On va en reparler du coup de l'impact justement de ces conflits extérieurs sur nos entreprises et organisations. Mais avant ça, je voulais du coup laisser Félix te présenter également. Alors Félix Aimé, pareil qu'Olivia, je travaille chez Sequoia. Si on parle de parcours professionnel, ça doit faire un peu plus de 10 ans maintenant que je suis dans ce qu'on peut appeler la cyber. Globalement, j'ai commencé... Donc, je suis très passionné, on va dire, par le design, l'ergonomie, etc., la communication. Et en passion annexe de mes études, j'avais la sécurité informatique. J'ai choisi de faire une licence professionnelle d'1 an et ensuite directement rentrer dans le monde du travail, donc à Bac+3 en tant que ce qu'on appelle pentester, faire des tests d'intrusion. Et j'ai trouvé ça très intéressant, mais assez rébarbatif en termes de mission. Et j'avais une troisième passion. En fait, j'en ai globalement 3 dans ma vie. C'est la géopolitique. Et donc, j'ai candidaté à l'ANSSI, qui s'intéressait d'un point de vue, on va dire, très stratégique à la géopolitique, notamment cyber. Est-ce qu'on peut rappeler rapidement ce que c'est que l'ANSSI ? Alors, l'ANSSI, c'est l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information. Les Anglais diraient c'est la NSA à la française, mais ça regroupe beaucoup de missions. Donc ça peut être tant de la recherche et développement, mais aussi tout ce qui va être policy, donc sur des lois européennes. C'est aussi de la réponse à intrusion et donc du threat intelligence, et j'en passe, parce qu'aujourd'hui, il y a énormément de bureaux. Et c'est une agence, c'est un peu l'agence d'excellence en France concernant les problématiques de cybersécurité. Donc j'ai fait 4 ans et demi à l'ANSSI, où au départ, ce qu'on appelle le threat intelligence, donc l'étude vraiment des attaquants et de la menace, c'était pas réellement fait. Il s'intéressait à des problématiques très stratégiques et il n'y est pas tellement la technique, les attaquants à des problématiques, on va dire, de géopolitique, etc., pour essayer d'anticiper des attaques, de voir un peu ce qui se passe d'un point de vue attaquant. Et avec quelques collègues qui sont devenus des amis très proches, on a monté un bureau on va dire, de renseignement sur la menace. Et pendant 4 ans et demi, on a fait ça. On a créé en fait notre travail, parce que ça n'existait, je pense, pas en France à cette époque. C'était quand ? Je suis rentré en 2013, donc de 2013 à 2017. Mais il continue. Et on n'avait pas à l'époque de bureau de renseignement sur la menace cyber ? Alors il y avait des services de renseignement. Il n'y en avait pas tellement à l'ANSSI même. D'accord. Et en 2017, j'ai décidé de partir de l'ANSSI, parce que je pensais avoir fait le tour de cette problématique de renseignement de la menace, au moins à l'ANSSI. Et j'ai décidé, parce que j'ai toujours cette appétence technique qui ne me quitte pas depuis des années, d'aller chez Kaspersky, qui est ce fameux éditeur russe de solutions de sécurité, dans lequel j'ai continué en fait ce travail de renseignement de la menace dans une équipe qu'on appelle le GREAT. Ça peut porter à confusion du coup pour notre public. Ça ne veut pas dire que tu travaillais pour les Russes ? Ah, pas du tout. Tu travaillais chez Kaspersky, tu t'es dit que alors, on avait une liberté totale chez Kaspersky de travailler sur les menaces qui nous intéressaient et faire les sujets de recherche, parce qu'on faisait aussi beaucoup de recherche sur ce qui nous intéressait. Donc, c'était Kaspersky France, c'est ça ? Alors, Kaspersky France, mais on avait une équipe mondiale. D'accord. En fait, on était entre 2 et 3 Français, voire même 4 à la toute fin. À travailler sur la menace, et encore aujourd'hui ils sont 2 à travailler pour Kaspersky là-dessus. Et donc cette équipe un peu on va dire mondiale, on était une 30-40 personnes, et c'était une équipe dédiée tant à des investigations donc sur de la menace cyber,
mais également sur de la recherche. C'est-à-dire comment on fait du forensic sur des routeurs, de la recherche en cyber, des nouvelles méthodes d'investigation, etc., etc. Et donc, on avait des profils qui étaient soit un peu comme le mien, où je suis intéressé par un peu de tout, la technique, géopolitique, etc., ou des profils beaucoup plus spécialisés en termes de reverse engineering. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'analyse des codes malveillants, par exemple. Et des profils de développement. Il y en avait qui étaient spécialisés dans un coin du reverse engineering, par exemple l'étude de vulnérabilité ou autre. Et suite à ça, j'ai décidé en fait de revenir un peu dans l'écosystème français et chez Sequoia pour exactement pareil, en fait, développer ses capacités d'investigation, développer des outils, former une équipe qui était déjà présente pour aller plus loin dans l'investigation et développer un peu cette investigation. Alors, pas du tout sur le volet cybercrime. Ça, c'est vraiment l'équipe de Livia qui s'en occupe, mais c'est des investigations sur tout ce qui va être ce qu'on appelle les attaques sponsorisées par des États. Moi, j'aime bien dire plus des attaques ciblées, c'est-à-dire tout ce qui va être ce qu'on appelle les mal nommés APT, donc c'est des attaques d'espionnage. Donc c'est espionnage et sabotage, c'est un peu mes thèmes de recherche. Ouais. Très bien, merci à vous deux pour vos présentations. Moi, je suis ravie d'être face à deux spécialistes des enjeux de la menace cyber. Et pour commencer, pour qu'on comprenne bien le sujet qu'on va traiter aujourd'hui, j'aimerais bien qu'on revienne rapidement sur les évolutions de la menace cyber historiquement. Depuis quand est-ce que ça existe ? Tout simplement, on revient aux bases. Depuis quand est-ce que ça existe, les cyberattaques ? Et quand est-ce que ça a commencé à prendre de l'ampleur ? Les cyberattaques sont venues avec, on va dire, l'interconnexion des réseaux. Bon, on parle d'ARPANET, d'Internet, etc. Mais ça a vraiment commencé là-dessus avec des exploits. Alors, je parle vraiment d'exploits en termes des exploits techniques, on va dire, où des passionnés faisaient des vers informatiques, des programmes où il y avait une véritable scène underground qui a eu un peu son apothéose dans les années 90-2000. Qui ferait le meilleur code, où il y avait des forums un peu clos, où il y avait des e-zines. Donc c'était des magazines où des chercheurs échangeaient beaucoup. Donc là, on a eu un peu toute cette époque de vers informatique, les très connus, je sais pas, du Blaster, du Sacer, du... Mais ça, c'était malveillant déjà à l'époque ou il y en a qui étaient malveillants. Tu parlais d'exploits informatiques. Oui, il y en a qui étaient malveillants, et il y en avait d'autres, c'était vraiment du challenge technique. Du challenge technique, et il y avait quand même une scène cybercriminelle, mais beaucoup moins développée qu'aujourd'hui. Et ça s'explique tout simplement parce que les réseaux sociaux, la source ouverte aussi, on a depuis à peu près 2010 vraiment eu une spécialisation, et Livia pourra en parler beaucoup mieux que moi, une spécialisation et une industrialisation du cybercrime. C'est-à-dire qu'avant, on avait des... J'aime pas ce terme, mais des geeks un peu dans leur chambre qui étaient passionnés. Aujourd'hui, on a des acteurs cybercrime qui sont dédiés à une tâche bien précise, c'est-à-dire qu'on va avoir des groupes et on va avoir quelqu'un qui code des logiciels, on va avoir quelqu'un qui les met en vente, on va avoir quelqu'un qui va faire le service après-vente, on va avoir quelqu'un qui s'occupe de la distribution de ces codes à des victimes, etc., etc. Chose qu'on n'avait pas avant une certaine organisation. Oui, donc il y a vraiment des entreprises qui se sont montées autour du cybercrime, c'est ça ? Tout à fait, c'est vrai que c'est une organisation qui ressemble de plus en plus à celle d'une entreprise, d'une start-up, qu'on a l'habitude de voir dans le monde légitime, on va dire. Et c'est vrai qu'on constate par ça une porosité incroyable entre la menace étatique et la cybercrime. C'est-à-dire que la cybercriminalité se professionnalise, comme vient de le dire Félix. Les acteurs deviennent très compétents sur un sujet très précis. Ça veut dire que les attaques deviennent de plus en plus performantes, parfois ciblées, avec des outils développés en interne, avec des moyens qui sont mis dedans.
et avec des motivations également, surtout pour la partie activiste qui se rapproche de plus en plus des objectifs, des intentions étatiques. Justement, là, tu me décris plusieurs types de cyberattaques, ou d'intentions derrière une cyberattaque. Est-ce qu'on peut s'arrêter un tout petit peu dessus, savoir quels sont les objectifs justement des cyberattaquants de nos jours? Qu'est-ce qui existe comme type d'attaque? Effectivement, on peut avoir plusieurs moyens de classifier cela. Ça peut être par type d'acteur, ça peut être par motivation. On a la motivation étatique qui peut être l'espionnage, mais il peut y avoir d'autres sous-catégories également. Donc là, on parle vraiment des... Tu peux donner des exemples? Qu'est-ce qu'ils vont vouloir espionner, par c'est exemple? les fameuses APT, donc les menaces persistantes qu'on voit moins. C'est pas pour autant qu'elles sont moins présentes, mais voilà, c'est un peu par définition la menace qui est censée rester un peu sous les radars et qui s'intéresse beaucoup à des informations sensibles étatiques, des informations de développement et de recherche, des informations personnelles des personnes d'intérêt dans un État, des politiques, des ONG, ce qui peut servir comme information stratégique, tomber dans les mains d'un État adversaire ou tout simplement d'un autre État. Donc c'est la menace étatique. Ensuite, il y a tout ce qui est menace à motivation financière. Donc là, je pense que ça parle à tout le monde. On a les ransomware ou les rançongiciels. Ça a été beaucoup nommé la menace numéro 1 à partir de 2021. C'est encore toujours le cas, même si ça s'est un peu stabilisé en 2022. Donc là, on parle des cartels et de vrais groupes qui peuvent aller, alors parfois de 3 à 5 personnes. C'est de tout petits groupes qu'on appelle des groupes privés, mais qui peuvent aller jusqu'à 200, voire plus personnes. Et là, on parle vraiment d'une organisation hiérarchisée, avec un administrateur, avec des fonctions en interne et des fois même des bureaux physiques qui surprennent toujours. On peut avoir des analyses géopolitiques au sein de ces groupes, des personnes spécialisées dans l'intrusion d'un système informatique, d'autres qui vont exploiter cet accès. On peut avoir des personnes qui vont appeler la victime pour négocier une rançon. Donc voilà, ça va dans les détails jusqu'à ce point. Et puis on a les activistes également. Justement, dans le contexte de la guerre en Ukraine, on les a vus émerger notamment en 2022. Donc c'est les acteurs qui défendent une cause, qui leur est proche. Et à chaque fois, on va parler, non pas seulement des motivations différentes, mais des moyens techniques différents, des moyens financiers, de nombre de personnes qui peuvent former un groupe, de à quel point ils tiennent à ce qu'ils restent sur les radars ou ils restent cachés ou pas. Donc voilà, il y a plein de critères qui les différencient. On va en reparler. J'avais une petite question avant de passer à la guerre en Ukraine, justement. Pourquoi est-ce que quand on pense cyberattaque, on associe souvent ce mot à certains pays, justement? On pense Russie, on pense Ukraine, parfois on pense la Chine, l'Indonésie. Pourquoi ces pays-là sont montrés du doigt quand on parle de crimes cyber? Si on s'intéresse justement à la cybercriminalité, c'est historique, c'est par rapport à ce qu'on peut observer, sachant qu'on ne voit pas tout. Très souvent, ce qui ressort à la surface, c'est que le pic de l'iceberg, il y a beaucoup de choses qui restent un peu sous les radars. Et effectivement, historiquement, par type de menace, on peut avoir certains groupes qui sont plus ou moins localisés dans certains pays du monde. Si on parle des ransomware aujourd'hui, notamment les ransomware qui ciblent les entreprises et les entreprises occidentales surtout, là on parle effectivement d'un écosystème majoritairement russophone, sans pour autant pouvoir dire qu'il s'agit des personnes basées en Russie, en Ukraine ou ailleurs. Donc on parle vraiment d'un espace post-soviétique, si on peut dire, plutôt qu'un pays particulier. Justement, c'est intéressant. Je me demandais si on a pu observer une certaine tendance juste avant le conflit russo-ukrainien. Il y a eu une explosion de ransomware en 2020-2021. Est-ce que cet argent qui est généré par toutes ces cyberattaques a justement pu servir à financer cette guerre, à la préparer? Alors là, on serait entré dans les liens directs et avérés entre les groupes cybercriminels et les États, les intérêts étatiques. Chose qui n'est pas évidente à démontrer. On est beaucoup dans les suppositions à ce sujet-là. Et effectivement, il y a une explosion d'attaques. Il y a plusieurs facteurs qui ont contribué. La guerre en Ukraine est peut-être un des facteurs, même si factuellement, on n'a pas vraiment observé un essor de cette menace spécifiquement liée à la guerre en Ukraine.
ou une évolution évidente de la victimologie en lien avec cet événement. Ça sera plus de l'ordre de la professionnalisation de la menace dont on parlait antérieurement, du fait qu'avec le Covid et le télétravail qui s'est imposé un peu partout dans le monde, on a des usages professionnels et personnels de nos appareils qui sont un peu mélangés, on fait moins attention. Donc aujourd'hui, une personne physique, un particulier qui est ciblé peut devenir demain une entreprise qui est attaquée par ransomware, éventuellement, puisque on a malheureusement encore une hygiène informatique qui pourrait être améliorée. Tout à fait. Quand la guerre a éclaté, justement, vous l'avez dit tous les deux, on s'attendait à une explosion des cyberattaques sur nos entreprises et nos organisations. Déjà, pourquoi est-ce qu'on s'attendait à une explosion des cyberattaques ? Et qu'est-ce qui s'est passé finalement ? Alors en fait, on avait déjà une bonne documentation par le passé, etc., des attaques, on va dire, russophones, issus de services de renseignement russes, etc. On avait déjà vu ce qu'ils avaient fait, par exemple, sur TV5 Monde ou d'autres réseaux informatiques. Et la Russie était classée parmi un peu les meilleurs au monde en termes de capacité cyber, que ce soit d'ailleurs offensive ou même défensive, en termes d'éditeurs d'antivirus ou autres. Ils ont des véritables joyaux. Ce qui s'est passé, c'est une guerre qui est arrivée. On a vu des attaques, beaucoup d'attaques, quelques très bonnes attaques. Donc le jour même de la guerre, ils ont lancé notamment 2 attaques qui retiennent un peu l'attention. C'est la première, c'est une attaque contre ce qu'on appelle des modems satellitaires. C'est comme votre box ADSL, sauf que ça communique via un lien satellite, donc avec un satellite. Et ces modems satellitaires étaient utilisés en tant que lien de sauvegarde sur des communications ukrainiennes, notamment gouvernementales et militaires. Et donc, le jour de l'invasion, qu'est-ce qu'ont fait les Russes ? Ils se sont dit, on va déployer ce qu'on appelle un wiper. Alors, on va utiliser souvent ce mot aujourd'hui. C'est un petit programme, en fait, qui sabote du matériel informatique. Donc, il va réécrire des données comme un ransomware, sauf qu'il n'y a pas de clé. Et donc là, l'idée, c'était d'envoyer ces petits programmes sur l'ensemble des modems associés à ce réseau satellitaire et de les saboter. Comme ça, il n'y avait plus besoin on pouvait plutôt l'armée ukrainienne, si elle avait ce lien de sauvegarde, pouvait plus communiquer parce que il y avait plus. Donc l'objectif, c'était d'empêcher l'armée ukrainienne de communiquer entre elles. Okay. Sauf que des analyses un peu postérieures, alors moi j'ai beaucoup travaillé là-dessus, notamment sur l'angle vraiment très technique de cette affaire. L'analyse postérieure, ça a démontré que ça a beaucoup bavé sur le reste de l'Europe, mais ils ont lancé l'attaque un peu trop en avant. Donc, vu que c'était un lien un peu de ce qu'on appelle de sauvegarde, de backup, si d'autres liens, les liens Internet ne fonctionnaient plus, eh bien, ça fait il y a eu quasiment aucun impact en Ukraine. Donc, ils ont raté leur cyberattaque ? C'est ça, parce que les modems n'étaient pas branchés. D'accord, très bien. Donc, on a eu énormément, par exemple en France, d'abonnés, voire même d'entreprises, quelques OIV, etc., de touchés. C'était que OIV, on peut rappeler ce que c'est ? Alors, un opérateur d'importance vitale, c'est une entreprise qui est stratégique pour la nation. Il peut y avoir dans le secteur de la santé, de transport, défense, etc., etc. Énergie, beaucoup. Énergie, oui. Et donc, on a eu quelques OIV qui ont eu des modems cramés, mais par exemple, en Allemagne, il y a eu des fermes entières d'éoliennes qui se sont retrouvées coupées d'Internet, donc des systèmes industriels à cause de cette attaque. Donc ça a fait un flop en Ukraine. Par contre, l'Europe s'est retrouvée un peu en difficulté. Certains opérateurs européens. À côté, on a eu une autre attaque assez intéressante. C'est pareil, le même jour, on a des attaquants étatiques qui ont saboté ce qu'on appelle des core routeurs de télécommunications. C'est-à-dire, c'est vraiment le maillage sur lequel se base Internet. Et donc, là, ça nécessite en fait, donc il y en avait 50, 59, ça nécessite vraiment un accès physique pour aller réparer ce routeur qui a été saboté, voire même des fois, on peut dire le changer. On a eu ces 2 attaques, donc plutôt pas mal. Qu'est-ce qu'elle a provoqué la deuxième attaque ?
Elle a coupé Internet sur, alors pas des régions entières, mais voilà, certains routeurs ont été inopérants. C'est pour ça que Elon Musk s'est mis à déployer Starlink au-dessus de l'Ukraine parce qu'ils n'avaient plus Internet. Ça a un lien ou pas ? Alors non, ils ont toujours eu Internet. Okay. Les opérateurs de télécommunications ukrainiens sont très créatifs pour apporter Internet. Le coup d'Elon Musk, c'est évidemment un coup publicitaire et commercial. Je pense qu'il a été un peu poussé aussi par la Maison Blanche. Mais voilà, les Ukrainiens savent se débrouiller quand il s'agit on parle beaucoup de culture du hacking, notamment dans les pays de l'Est et la sphère d'influence russophone, etc. Dans les pays de la CEI, etc. Et c'est vraiment le cas. C'est-à-dire qu'avec 3 bouts de ficelle, ils arrivent à réparer des réseaux télécoms, et ça a été prouvé, cette résilience du réseau ukrainien durant cette crise qui n'en finit pas, et c'est plus qu'une crise, c'est une guerre. Donc on a eu des belles attaques au départ, et ensuite, plus rien. Des petites attaques, donc toujours des wipers sur quelques réseaux, par-ci par-là, avec un peu des coups d'épée dans l'eau, quoi. Avec l'objectif toujours d'empêcher de communiquer, c'était vraiment le C'est cœur du ça, sujet. sur certains réseaux informatiques, ils ont déployé des wipers, mais sans véritable stratégie. On s'est dit, tiens, c'est assez improbable. Pourquoi ce qu'on pensait être la meilleure des forces, plutôt l'une des meilleures forces en cyber, on ne sait pas. Alors il y a plusieurs explications. On peut les énumérer. La première, c'est un manque d'opérateurs. Quand on fait une attaque informatique, il faut des gens derrière les claviers pour faire les attaques informatiques. Et une attaque informatique, ça ne se fait pas en claquant des doigts, surtout sur des réseaux assez stratégiques, etc. Il y a beaucoup de reconnaissance, il y a beaucoup de reconnaissance, etc. Des fois des mois auparavant, voire même des années. Il faut du prépositionnement. Un réseau informatique également, ça bouge, c'est-à-dire que c'est pas fixé dans le temps, il y a des mises à jour de logiciels, de routeurs, etc. Ça nous amène à une deuxième explication. Il y a eu les États-Unis qui ont fait ce qu'on appelle des unforward operations, c'est-à-dire qu'ils sont allés voir les Ukrainiens, tant des partenaires privés et publics, c'est-à-dire les géants d'Internet de type Amazon, Microsoft, etc. Ils ont décidé de sauvegarder tous les réseaux un peu stratégiques ukrainiens dans le cloud. Donc on a balancé des réseaux dans le cloud, et évidemment, on va wiper, on va saboter des réseaux qui, de toute façon, les données sont déjà parties à l'étranger, donc il n'y a plus rien, on va dire, à saboter. Et on a aussi ces fameuses opérations d'aide des États-Unis, de la part aussi de la NSA ou de l'US Cybercom, où là, c'était vraiment d'aider le gouvernement ukrainien à faire face et à passer avec des équipes, on va dire, de pen testing, de red team, pour voir, quelle est votre surface d'attaque, et on va vous aider à vous sécuriser en prévention de cette guerre. Il y a très peu d'informations qui sont sorties sur ces opérations. L'une qui est sortie dans les médias, mais on ne sait pas encore si c'est du unforward ou pas, mais c'est quand même très, très bizarre, c'est juste... peu après la guerre, les États-Unis ont décidé d'éteindre ce qu'on appelle un botnet. C'est un réseau d'ordinateurs ou de box Internet, on va dire, compromises. Et c'était le botnet associé au GRU. Donc le GRU, c'est un service de renseignement russe. Et donc, ça limitait en fait les capacités du GRU, parce que le botnet, c'est des dizaines de milliers de routeurs qui étaient infectés de par le monde, qui leur permettaient de mener des attaques. Ça a été totalement désinfecté par les États-Unis. Voilà, c'est typiquement, c'était ce qu'on appelle l'épisode Cyclops Blink, c'est le nom de ce botnet qu'il y avait à cette époque. Donc les États-Unis ont quand même beaucoup impacté sur la minimisation justement de cette guerre cyber, j'ai l'impression. Ils ont joué un grand rôle. Ils ont joué un grand rôle, et c'est très intéressant de voir aussi ces acteurs privés. Ce qu'on se dit généralement, les histoires de guerre entre États, de crise entre États, ça se règle qu'entre États. Et là, on voit vraiment des acteurs privés qui s'investissent réellement. Là, je parlais de Microsoft ou Amazon, mais on voit aussi du Facebook ou autres qui, aujourd'hui, et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'avant, ces histoires d'espionnage, d'attaques, de sabotage, etc., ça restait dans l'ordre de confrontation entre États. Et aujourd'hui, des acteurs publics arrivent et des fois ont beaucoup plus de renseignements même que des acteurs étatiques. C'est-à-dire que des géants d'Internet, des énormes éditeurs d'antivirus, etc., ils ont beaucoup de télémétrie, et donc des fois, ils voient beaucoup mieux qu'un pays avec ses propres capacités d'interception, par exemple.
Oui, et puis comme tu disais tout à l'heure, on avait l'impression que les Russes étaient très fortes, ils étaient prêts à attaquer, on s'attendait à une explosion des cyberattaques, et finalement on se rend compte que non, le dessous des cartes, c'est pas ça du tout la réalité. Ils sont pas aussi forts que ce qu'on pense à la base, du coup, c'est ce qu'on se dit aujourd'hui. Alors, ils sont pas aussi forts, ils sont quand même très... Ça va. Ils ont des belles personnes. Peut-être qu'elles sont pas forcément dans ces services-là. C'est-à-dire que peut-être qu'elles sont juste dans des entreprises privées et que ces personnes suivent pas tellement le mindset que voudrait le Kremlin pour les recruter dans les services de renseignement. Après, si, on a eu des très belles attaques il y a quelques années liées à la Russie, mais aujourd'hui, on dirait qu'il y a vraiment un manque d'opérateurs pour mener ces phases de prépositionnement, de reconnaissance, d'attaque, etc. Et voilà, et donc quand on a un pays à compromettre, parce que là c'est des dizaines de réseaux, on peut pas parce qu'on n'a pas assez de main-d'œuvre réellement pour le faire. Ah oui, donc la pénurie de talent, finalement, elle s'opère des deux côtés, là, j'ai l'impression. Alors la pénurie de talent, oui, elle s'opère des deux côtés. Il y a aussi, et ça c'est le troisième point, la Russie s'était un peu, avait connu un peu ses heures de gloire, du mauvais côté de la force, mais ses heures de gloire, sur ce qu'on appelle des vers sur Internet. Il y avait eu cet épisode de NotPetya, de Bad Rabbit, qui avait un peu compromis le monde entier en réexploitant une vulnérabilité de Microsoft et en se latéralisant. C'est-à-dire qu'on déposait sur un réseau ce code malveillant, il se dupliquait dans l'ensemble du réseau et dans d'autres réseaux attachés à ce réseau. Et donc on avait il a eu comme ça infecté des milliers d'ordinateurs d'un coup, c'est ça? C'est ça. Et ça, c'était en NotPetya, c'était en 2017. Je me souviens, parce que c'était l'attribution Black Energy, je rentrais tout juste de chez Kaspersky. Et ce qui est bizarre, c'est que là, cette guerre en Ukraine, on n'a pas ces worms, donc ces fameux vers informatiques, ils ne sont pas déployés, ils se contentent de petits wipers qui déploient à la main au lieu de faire un programme qui se propage automatiquement. Alors pourquoi ? Il y a une raison, alors ça c'est de la pure spéculation et des hypothèses, c'est tout simplement parce que la Russie a subi de plein fouet NotPetya et Bad Rabbit, notamment Bad Rabbit, qui est un peu la seconde version de NotPetya, un peu moins médiatisée. En fait, la majorité des victimes étaient en Russie. Donc ils ont dû se dire, bon, cette fois-ci, on ne fait pas ça parce que ça va se retourner contre nous. C'est l'État russe qui lance ce type d'attaque en Ukraine, mais ça se retourne contre eux, puisque c'est leurs organisations qui finalement se retrouvent infectées par leur propre vers. C'est ça, c'est que malheureusement, Internet, c'est des réseaux interconnectés. Et donc on s'est retrouvés, faut savoir qu'aujourd'hui... encore énormément d'internautes ukrainiens utilisent des services russes tels que Yandex, voire même des marqueurs analytics dans tous les sites ukrainiens. Généralement, c'est des marqueurs russes. C'est de l'interconnexion, quoi. Et ça, on peut rien y faire. Ça restera comme ça. Donc voilà. Ah oui, donc ils ont été un petit peu plus frileux cette fois-ci pour lancer des gros trucs de peur que ça se relance. Ça reste une hypothèse. Une hypothèse intéressante parce que ça fait 1 an qu'on a ce conflit et il n'y a pas eu d'énormes attaques comme on aurait pu penser le croire au départ. Oui, et puis j'ai cru aussi comprendre qu'il y a eu des conflits internes au sein des groupes de hackers qui étaient affiliés russophones. On ne parle pas de groupes de hackers russes ou ukrainiens, mais il y avait des groupes de hackers russophones qui on va s'arrêter sur le groupe Conti qui a été démantelé au tout début du conflit ukrainien. Comment est-ce qu'ils bossaient avant la guerre et c'était quoi leurs objectifs et qu'est-ce qui s'est passé au début du conflit ? Alors effectivement, si on parle de cet écosystème russophone, et on en parle parce que c'est le sujet de la discussion, on parlait des groupes, comme je disais, des fois de centaines de personnes composées des membres un peu partout dans le monde, majoritairement dans les pays ex-soviétiques. Et on peut d'abord partir sur un exemple de Logbit, qui est également un groupe encore très présent et actif, un groupe de ransomware donc qui va chiffrer les données des victimes puis les extorquer en demandant une rançon. Et ce groupe, il a déclaré en début de la guerre que comme ils ont des membres de 10 voire plus pays au monde, ils renoncent à prendre une position. À l'opposé, on a eu le groupe Conti, un autre groupe ransomware qui avant a été un peu le numéro 1. En 2021, c'était le groupe qui a fait le plus de victimes connues, revendiquées au monde. De ransomware également. De ransomware toujours.
Et ce groupe a été un peu la première structure cybercriminelle organisée qui a pris position par rapport à cette guerre. Et donc, sur leur site qui leur appartenait sur le dark web, ils ont déclaré qu'ils soutenaient l'État russe, les intérêts dans cette guerre et qu'ils allaient contre-attaquer si jamais une force adverse allait frapper la Russie, le Kremlin, voilà. Très rapidement, ils ont un peu allégé ces déclarations en la modifiant et voilà, en étant un peu moins agressif, mais ça n'a pas aidé puisque visiblement, il y a eu un conflit interne par rapport à cette déclaration. Alors, on reste toujours dans les hypothèses. On suppose que ça peut être un affilié. Donc, un affilié qui était un partenaire de ce groupe, qui n'était pas d'accord et qui avait accès à beaucoup de données sensibles internes, des discussions du groupe, des données sur leur organisation et qui donc les a fuitées sur Internet. On a eu la fameuse affaire Quantilix sur Twitter. C'est comme ça qu'on a eu accès à beaucoup de données internes appartenant à ce cartel ransomware et qui, in fine, a conduit à ce que le groupe prenne la décision de renoncer à cette franchise. Alors, ça ne veut pas dire que le groupe a disparu ou qu'il a été démantelé. C'est que le nom Conti a été abandonné et les affiliés, en revanche, ils sont toujours là, ils ont formé d'autres groupes, ils sont regroupés dans d'autres structures. Mais en se séparant, du coup, en fonction du camp qu'ils ont choisi. Du coup, si je comprends bien, l'affilié, il était plutôt pro-ukrainien, celui qui a fait fuiter les données. Exact. Et très probablement en choisissant à s'éloigner de ce nom, à ne plus être associé à Conti, puisque c'est un peu le cas pour tous les groupes cybercriminels, c'est-à-dire que ils apprécient quand même que le monde sache qu'ils existent. Ça fait partie de leur stratégie de communication. C'est important parce qu'il faut qu'ils recrutent aussi. Donc, faut que le monde sache que ces groupes existent. En revanche, quand il y a trop d'attention, il risque que les forces de l'ordre se mettent un peu à analyser et à se mettre en objectif de les démanteler. Donc, on est un peu toujours entre les deux pour les groupes cybercriminels. Et là, il risque d'avoir trop d'attention de la presse, des forces de l'ordre. Et donc voilà, ça a créé un effet qui a fait beaucoup écho, qui a été le premier cas de ce genre. C'est la première fois qu'on avait accès à de la donnée interne à un groupe d'attaquants et on découvrait un petit peu leur manière de fonctionnement. Alors, c'était pas la première fois, mais c'est là où on a eu beaucoup de données très précises, même sur des bureaux physiques qu'il avait dans certaines villes, sur de potentiels liens avec les services de renseignement russes. Donc, c'est là qu'on a pu avoir vraiment un aperçu très détaillé du fonctionnement interne d'un groupe. Et ensuite, nous, ça nous a beaucoup aidé pour déjà construire ce renseignement sur un groupe, puis pouvoir comprendre comment il pourrait s'organiser par la suite. Et est-ce que ça peut expliquer aussi ces conflits internes au groupe d'attaquants au début du conflit, cette non-explosion de cyberattaque à laquelle on s'attendait justement ? Puisqu'ils ont arrêté d'attaquer pendant un petit moment, j'imagine, pour régler leur conflit interne. Alors, c'est une des hypothèses, effectivement. Ça prend du temps avant de se réorganiser, de refaire un peu sa stratégie interne, de rétablir des groupes et de commencer à mener des attaques. Donc, effectivement, c'est une des hypothèses. Une autre serait le fait que, pour un moment, on préfère rester un peu sur les radars, puisque il y a aussi des problématiques de paiement de rançon. À certains moments, quand il y a des tensions géopolitiques comme ça, des victimes seraient peut-être moins prêtes à payer des rançons selon l'origine du groupe, puisque là, comme je viens de dire, il y a eu certains liens qui laissaient comprendre que le groupe avait des connexions avec les services de renseignement de certains pays. Et pour le coup, ça peut gêner certaines victimes dans leur processus de décision, est-ce qu'on paie la rançon ou pas. Mais pour la stabilisation des attaques par ransomware en 2022, c'est une des hypothèses qui est beaucoup mise en avant. Très bien. Et donc, ils se sont réorganisés du côté ukrainien comme du côté russe, j'imagine. Et pendant la guerre, comment ça a évolué les attaques depuis 1 an? J'ai cru comprendre que l'Ukraine avait riposté et aussi lancé des attaques contre la Russie ou lancé des actions de défense face aux cyberattaques lancées par la Russie. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus? On a parlé des attaques de la Russie et comment l'Ukraine a réagi.
Alors, on va faire aussi un peu, on va séparer menaces étatiques et menaces, on va dire, activistes, voire cybercriminelles. Côté étatique, aujourd'hui, il y a aucun, ce qu'on appelle des modes opératoires, donc des groupes d'attaquants attribués à l'Ukraine. Ok. Il y en a un où, bon, on se doute que quand même, vu leur victimologie, donc vu les pays qui compromettent depuis le début de son existence, c'est ukrainien, c'est un mode opératoire qu'on appelle Cloud Atlas, et qui est quand même très, on va dire, sophistiqué. On les a vus faire des campagnes de cyberespionnage, notamment à l'encontre de la Biélorussie et de la Russie. Avant, ils étaient un peu sur tout ce qui est pays de l'ex-Union soviétique, un peu Amérique du Sud. Peut-être quelques pays européens, mais ça s'arrêtait là. Et là, on a vraiment vu avec la guerre en Ukraine, vraiment un focus sur les deux autres belligérants plutôt. La Biélorussie n'a pas participé activement au combat, mais bon, en termes de logistique, etc., ils apportent quelque chose. Où on a vu Cloud Atlas faire des campagnes d'espionnage sur ces pays-là. Après, on n'a jamais lié ce groupe d'attaquants à des campagnes de sabotage. Les rares campagnes de sabotage qu'on voit en Russie, on ne sait pas d'où ça vient. Est-ce que c'est des activistes très chevronnés, parce que faire une attaque informatique, il faut quand même beaucoup d'organisation, vraiment une attaque, ce qu'on appelle APT, un truc ciblé. Pour rappeler, il faut avoir déjà des opérateurs, il faut avoir une infrastructure opérationnelle, il faut suivre un peu dans le temps, avoir des bons vecteurs d'intrusion, etc., etc. Et c'est beaucoup de temps à mettre en œuvre. Et généralement, une personne seule, c'est assez compliqué de faire ça. Donc, on les a pas vus. Après, ça peut être aussi des services de renseignement occidentaux qui sous couvert d'activisme ou autre, lancent des attaques qui nous sont très difficilement attribuables. Donc ça, c'est vraiment l'Ukraine. On a aussi cette fameuse cyberarmée ukrainienne, donc l'IT Cyber Army, qui a été formée le jour même ou quelques jours quand la guerre a éclaté. Je pense que il y a eu des Livia, reportages sur ce sujet-là rapidement dans les médias à l'époque. C'est ça. C'est vrai que ça a créé un précédent assez intéressant. On a eu une déclaration officielle venant d'un ministre ukrainien qui a justement annoncé le lancement de cette IT Army en invitant dans un premier temps simplement tous les spécialistes qui sont à l'aise avec le monde de l'informatique et du numérique à contribuer un peu à cet effort narratif, surtout dans un premier temps, parce que ça parlait notamment des attaques par déni de service, d'effacement des sites web. Donc, l'objectif, dans un premier temps, était d'afficher des messages pro-Ukraine ou contre Russie dans le sujet du coup, de cette... bloquer les services. L'attaque par déni de service, c'est ça? C'est ça, c'est de bloquer l'accès à certaines interfaces web ou alors afficher des messages politiques aux stations de service, à la télé, empêcher que le discours d'un politicien passe à la télé, etc. Ensuite, il y a eu une organisation assez importante de cette IT Army avec finalement pas beaucoup de détails sur l'hiérarchie, l'organisation interne, mais voilà, il y a des indices sur le fait que les participants se situent un peu partout dans le monde. Et puis aujourd'hui, ça se passe de manière plutôt centralisée avec des ressources mises à la disposition des personnes qui sont impliquées et puis qui suivent certaines chartes, certains règlements intérieurs, des listes avec des cibles, etc. Donc en fait, les opérations étatiques, elles se passent vraiment sur le terrain. Au niveau, sur le camp ukrainien, c'est beaucoup moins visible dans la partie cyber. Alors que, si je résume, la Russie travaille vraiment sur les deux plans, officiellement. Alors, c'est-à-dire travail en activisme. Oui, j'ai l'impression que pour l'Ukraine, c'est surtout de l'activisme, justement. Les contre-attaques cyber, on va dire, c'est du soutien à la Russie, mais c'est pas l'État de l'Ukraine qui les mène. Alors que du côté russe, l'État russe mène une guerre cyber en plus de la guerre qu'il mène sur le terrain. Alors, c'est de la résilience. C'est toujours pareil. On va essayer de
de s'adapter. Je pense qu'ils ont été un peu pris au dépourvu, les Ukrainiens, évidemment. Ils ont des capacités cyber, beaucoup de gens pourront témoigner, etc. Ils ont aussi des très bons services de renseignement, basés d'ailleurs sur le FSB russe. C'est exactement les mêmes techniques, etc. En termes d'attribution, c'est compliqué à attribuer parce que voilà, ils ont leurs propres techniques. Après, vraiment, d'un côté et de l'autre de la frontière, même en Biélorussie, on a vraiment des groupes d'activistes qui ont émergé avec le conflit. Le point intéressant aussi, c'est cette porosité entre groupes activistes et étatiques. Aujourd'hui, on a vraiment l'impression que certains groupes activistes servent ce qu'on appelle de proxy à des États. C'est-à-dire que, on a des nébuleuses, donc des groupes avec des internautes qui vont les rejoindre de façon éphémère ou plus dans la durée. Et ils vont mener ce qu'expliquait Livia, donc des attaques par déni de service, etc. Généralement de faible amplitude, plutôt un DDoS, c'est intéressant. Sur un site vitrine d'un groupe de l'aérospatiale, ça fait pas beaucoup de mal. Sur des choses beaucoup plus... sur des serveurs mail, sur des serveurs DNS ou autres, là, c'est beaucoup plus intéressant parce que ça coupe des fois des communications. Mais ça s'arrête là. Aujourd'hui, on a quand même l'impression que c'est des attaques assez futiles. Mais par contre, les États se servent de ces groupes activistes. Alors peut-être par orientation un peu du canon activiste, mais aussi pour faire fuiter des données. C'est-à-dire que si on a des groupes, et il y a notamment Mandiant, qui est maintenant une filiale qui est associée à Google, qui avait présenté le fait que des attaquants liés au service militaire russe avaient fait fuiter apparemment des documents par le biais d'un canal activiste. Et ça, c'est quelque chose qu'on voit un peu, ce qu'on appelle ce faux drapeau activiste, qu'on voit depuis des années, notamment de la part des services russes, où ils se font passer pour des groupes activistes avec genre Anonymous, je sais pas quoi, ou autre. Et en fait, derrière, il y a de l'étatique. Et par exemple, là, il y a quelques jours, j'ai lu dans la presse que les données du groupe Wagner avaient fuité. Est-ce qu'il y a un lien avec ce genre d'action ? Alors, peut-être. Est-ce que vous savez ou est-ce que vous avez eu le temps d'enquêter dessus ? C'est toujours, quand il y a une fuite de données, c'est toujours très difficile de savoir qui a fait fuiter la donnée. Quand il y avait ces piratages des paradis fiscaux, genre les Panama Papers, etc., c'est toujours, qui a fait fuiter la donnée ? Est-ce que c'est des attaquants du type Claude Atlas qui ont pété les réseaux de Wagner et ensuite ont fait exfiltrer la donnée ? On ne saura jamais qui c'est. Des fois, on arrive à savoir, tout simplement parce qu'on arrive à avoir un lien entre la victimologie, vu qu'on enquête sur ces modes opératoires. On voit que c'est un certain mode opératoire à déposer des domaines associés genre à une société ou autre, et que quelques jours plus tard, bizarrement, des données fuitées apparaissent dans la presse. Ça arrive notamment sur des groupes russophones. Mais voilà, c'est toujours très difficile d'attribuer une attaque et d'attribuer aussi un leak, donc une fuite de données. Pour Wagner, la fuite est vraiment impressionnante. À voir. Si c'est parce qu'on parle aussi très souvent de groupes étatiques, etc. Il y a aussi ce qu'on appelle l'insider threat, donc la menace intérieure, où c'est un employé ou quelqu'un tout simplement qui avait des accès à un administrateur système qui a voulu, typiquement le cas de Snowden, qui a voulu tout faire fuiter. Ça peut être ça également. Donc aujourd'hui, je ne sais pas si quelqu'un a lu affaire à suivre. Tu me parlais tout à l'heure, Livia, de cette guerre sur les narratifs. J'aimerais bien qu'on parle un petit peu de cette guerre justement d'influence que mène la Russie vraiment dans le monde entier. Comment ça se déroule et en quoi ça concerne l'espace cyber ou la cybersécurité tout simplement ? Alors cet élément d'influence, il est inhérent à tout conflit, à toute guerre de tous les côtés. C'est quand même un élément qui est difficile à suivre. Et qui dans l'immédiat est difficile à mesurer et à prouver surtout. Là, on va très souvent parler plutôt de l'usage du numérique, de l'espace numérique, informatique, pour faire passer ces messages. Mais pour l'instant, on a assez peu d'éléments là-dessus.
Parce que moi, j'ai l'impression que la Russie est très en avance sur ces sujets-là, justement, de manipulation des opinions via les réseaux sociaux. Ils utilisent beaucoup les réseaux sociaux, les médias. On a interdit Russia Today en France. Il y a des millions de comptes qui sont créés sur Facebook, Twitter pour partager des idées. Est-ce que cette partie invisible du conflit, ça fait partie justement de cette guerre cyber qui est en cours? Ça fait certes partie de la guerre hybride et puis en plus en Europe, l'Europe n'est pas la région la plus ciblée, la plus visée par cette stratégie d'influence. Mais voilà, ça contribue au narratif, au discours de guerre, à l'influence des personnes à prendre position d'un côté ou de l'autre. Et est-ce que ça vous inquiète? Est-ce Moi, qu'on a les armes pour lutter contre ça? Ce qui m'a inquiété, en fait, c'est que on peut penser à l'Internet Research Agency. C'était déjà il y a quelques années. Et voilà, je pense que la doctrine russe a vraiment historiquement cette doctrine de manipulation, de falsification d'informations, etc., de manipulation des masses. Et nous, et à l'ère d'Internet, voilà, pour eux, le cyber et l'espace informationnel, c'est un peu la même chose. Nous, j'ai l'impression qu'on a pris le train en marche avec Daesh, des terroristes sont sur les réseaux sociaux, il va falloir faire de la contre-influence. Et c'était il y a quelques années, c'était très très récent. Et j'ai l'impression que, alors évidemment, il doit y avoir énormément de choses classifiées là-dessus, mais que la France a vraiment pris le train en marche, alors que la Russie s'était déjà développée parce qu'elle avait cette perspective d'espace informationnel qui, nous, dans notre doctrine, est encore très très loin. Donc oui, ça fait peur, notamment quand on voit, typiquement, c'est l'exemple un peu africain, quand on voit des fermes des fermatrolles, etc. Le fait que dans certains pays... les fermatrolles, du coup, est-ce que tu peux expliquer ce que c'est? Alors, des fermatrolles, c'est tout simplement des entreprises où on a soit des gens du pays qui sont payés, soit des gens vraiment extérieurs à un pays ou dans un pays, qui sont payés à publier des informations sur Internet. Donc, des informations sur un sujet précis, qui défendent... Fermatrolles, ça fait quand même très... c'était démocratisé, notamment avec l'Internet Research Agency, donc ça fait vraiment très russophone. Mais voilà, on a énormément même d'entreprises privées qui font ça. Et là, on voit que de plus en plus de pays africains avec lesquels on avait des liens subissent des coups d'État et subissent une progression vraiment de l'Afrique, de l'influence russe, les Wagner, etc. Et ça, c'est intéressant. On les attendait, je pense, sur ce terrain-là, mais pas aussi fortement. Et vu que ça fait que quelques années qu'on se développe vraiment sur le domaine vraiment de la contre-influence sur Internet, là on s'est pris vraiment une giflée, et c'est très difficile de rattraper un peu ce retard, notamment sur le continent africain. Est-ce que justement tous ces aspects cyber, tout ce conflit qui se passe dans le cyberespace, ça peut avoir une réelle influence et un fort impact sur l'issue du conflit russo-ukrainien actuel pour vous? Ça pourrait avoir, je dirais, tout dépend des stratégies mises en place d'un côté et de l'autre. Maintenant, est-ce qu'on va le voir? Est-ce que ça va se faire réellement? On ne peut pas le savoir, on ne peut que émettre des hypothèses. Il y a aussi le fait que les avancées sur terrain peuvent être un peu plus lentes qu'attendues. Et à ce moment, on peut s'attendre à certaines avancées du côté des attaques cyber pour combler un peu ce manque et pour montrer quand même certaines avancées du côté russe ou du côté ukrainien. De mon côté, le cyber, et ce qu'a prouvé cette guerre, c'est que ça remplacera jamais, on va dire, des frappes conventionnelles. On va dire la guerre, c'est moche. C'est des missiles qui atteignent des infrastructures énergétiques, des infrastructures stratégiques. Aujourd'hui, un réseau, voilà, ça se wipe, mais ça détruit pas des murs, ça détruit pas une infrastructure. Je pense que le cyber restera un peu en marge des conflits en termes de renseignement. Tout d'abord, c'est pour ça quand même que ça a été créé, et depuis pas mal d'années, c'est ça, le renseignement, c'est du cyber. Et c'est des opérations d'influence, c'est-à-dire qu'on ne veut pas attribuer une opération, on passe par du cyber, parce que ça facilite, aussi avec l'âge des réseaux sociaux, ça facilite la dissémination des informations. De là à ce que le cyber vraiment
axe fasse une réelle rupture dans le conflit. Quand je parle de rupture, je dis pas le cyber va arrêter le conflit, donc c'est-à-dire un impact va décisif. orienter dans l'orientation du conflit. Ça, malheureusement, je le pense pas. Mais c'est vraiment très intéressant de suivre ce conflit qui est quand même un conflit actuel à l'âge des réseaux sociaux, d'Internet, du monde hyper connecté, de voir quels sont le positionnement des États, quand on parlait de Unforward Operation, de ces entreprises privées qui s'investissent réellement dans le conflit. Est-ce qu'une entreprise privée qui a aujourd'hui des fois les mêmes capacités qu'un État, ça devient une entreprise belligérante pour des services de renseignement typiquement, qui voudraient s'en prendre à ce type d'entreprise pour les faire, on va dire, cesser d'émettre. C'est toute cette problématique. Et on le voit d'ailleurs, je parlerai aussi on voit des services de renseignement russophones qui aujourd'hui s'attaquent aux entreprises privées qui approvisionnent l'Ukraine en logistique et en armes. Et ça, c'est vraiment aussi ça fait partie du le conflit, côté... Le conflit, ça touche aussi des entreprises privées. Et est-ce que nous aussi, nous tous, le grand public, on n'est pas aussi des victimes collatérales de ce conflit, dans le sens où l'information qu'on reçoit tous les jours aujourd'hui sur les réseaux sociaux, dans les médias, il faut s'en méfier parce qu'il y a cette influence un petit peu invisible et vicieuse qui s'immisce un peu dans tout ça. Et est-ce que vous vous méfiez de l'info que vous recevez tous les jours ? Eh bien, certes, mais comme dans tout, notre usage du numérique aujourd'hui, plus que jamais, doit être vérifié, revérifié. Penser 2 fois avant de cliquer sur un lien, peser très bien les arguments pour et contre de tout ce qu'on voit, essayer d'avoir une pensée critique sur tout. Et puis justement, se rendre compte qu'on est soit partie, soit victime, soit utilisateur de ces informations qui sont échangées dans le cadre d'une guerre. Oui, parce que cette guerre, elle se passe dans un autre pays, mais on peut aussi en subir les influences jusqu'à chez nous, finalement. Jusqu'à votre téléphone. Voilà. On voit des influences et toujours on parle de la Russie, la propagande russe, etc. L'Ukraine a un sacré service de communication et savent s'y faire. Moi, je suis beaucoup Twitter, etc. Alors, je ne sais plus quel compte Twitter, un peu d'actu, qui a 200 000 abonnés, que je ne nommerai pas, reprend souvent des vidéos de l'armée ukrainienne ou du gouvernement ukrainien. Je me souviens de cette fameuse vidéo pour qu'on envoie des chars Leclerc à l'Ukraine. Typiquement, ça, c'est de la propagande. Et nous, on trouve ça marrant. Tu peux rappeler l'histoire rapidement ? Alors, c'est tout simplement livraison de chars à l'Ukraine. La France, l'Allemagne et d'autres pays européens, y compris d'ailleurs en plus les États-Unis, prennent pas position parce que ça nécessitera un peu plus d'engagement. C'est comme pour les avions de combat. Là, on envoie des chars. Peut-être qu'après, on enverra des avions. La Pologne a commencé à le faire. Et donc, l'Ukraine avait fait une campagne de communication en s'adressant à l'Allemagne avec un narratif sur un peu la nostalgie allemande, la nostalgie française, etc. Comme quand ça faisait très vidéo, VHS, etc. C'est drôle, donc on le partage. Et c'est ce qu'on veut, c'est ce qu'ils veulent en fait. C'est que en partageant cette vidéo des milliers de fois, etc., ça a eu une influence parmi la population et à terme une influence de la population sur le gouvernement français. Sur les décisions. Donc ça, il faut vraiment faire très attention sur ces vidéos de combat, ces vidéos assez drôles, etc., du conflit. Ils sont très très forts pour faire passer des narratifs. Que ce soit d'un côté ou de l'autre, faut vraiment se méfier aujourd'hui de l'information qu'on a sur Internet sur ce conflit, parce que elle est forcément biaisée d'un côté ou de l'autre du producteur de l'information. Eh bien, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup. Donc, continuons de nous méfier de ce qu'on lit sur Internet et continuons surtout à faire preuve de bon sens et à garder notre esprit critique, comme tu le disais, Livia. Merci Félix, merci Livia d'avoir participé à cet épisode. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, vous avez aussi du coup tous les deux publié sur le blog de Sequoia un bilan de la première année du conflit russo-ukrainien d'un point de vue cyber. Donc sachez que j'indique la référence de l'article dans la description de l'épisode. Donc n'hésitez pas à le consulter. Merci à vous deux. Merci.
Merci à tous d'avoir suivi cet épisode du Monde de la Cyber. Si vous êtes arrivés jusqu'ici, c'est que vous commencez à bien accrocher à ce podcast. Alors si vous voulez découvrir les coulisses et être au courant de toutes les actus, je vous donne rendez-vous sur notre compte Instagram, Le Monde de la Cyber. Et n'hésitez pas aussi à vous abonner au podcast et à me laisser un petit commentaire sur Spotify ou Apple Podcast. Ça m'aide beaucoup à faire grandir le projet et ça me fait super plaisir de lire tous vos petits messages. Merci à vous et à très vite dans Le Monde de la Cyber.